À 4 heures du matin, le 16 août, 57 camions d'armes surgissent comme un paradoxe comptable qui bouleverse toute logique sécuritaire. Une découverte si massive qu'elle inverse l'équilibre attendu. Plus la saisie est grande, plus elle révèle l'ampleur d'une menace longtemps restée invisible. Que signifie pour les citoyens et pour Ibrahim Traoré la mise au jour d'une puissance de feu capable de changer le destin d'un État en une nuit? Une fissure apparaît, brève mais décisive, entre ce qui aurait pu basculer et ce qui a été empêché. L'épisode des 57 camions n'a pas seulement exposé une cargaison clandestine. Il a replacé la sécurité nationale au centre du destin collectif. La promesse implicite est claire. Comprendre cette opération, c'est comprendre comment un État peut transformer une vulnérabilité en capacité d'anticipation durable. Une promesse qui tient en 10 mots: sécuriser aujourd'hui pour éviter l'effondrement de demain. Dans ce cadre, l'enjeu se révèle double. Il s'agit autant de saisir les mécanismes logistiques ayant permis au convoi d'approcher que de mesurer la réponse institutionnelle déclenchée dès les premières heures. Un micro-hook surgit ici. Si cette opération a été stoppée, qu'indique-t-elle sur les réseaux encore actifs? En filigrane, la question du contrôle territorial, de la transparence administrative et de la coordination militaire façonne les risques réels. Et c'est précisément ce glissement, de la surprise initiale vers l'analyse méthodique, qui conditionne la compréhension de la suite, où l'affaire cesse d'être un incident pour devenir un test de souveraineté structurante. La révélation arriva dès le 2e jour. Près de 25 000 fusils AK-47 analysés, leur numéro de série dévoilant une mosaïque de provenance allant de la Libye au Yémen. Cette donnée brute, froide, transforma une simple saisie en un nœud géopolitique dont la portée dépassait largement les frontières burkinabè. À partir de ce moment, l'affaire cessa d'être seulement spectaculaire pour devenir structurée. Chaque camion, parti d'un lieu distinct, convergeait vers un même point de passage, près du Togo, suivant un calendrier pensé pour brouiller toute détection. Les analyses balistiques confirmèrent que l'opération n'était pas improvisée, mais articulée autour d'une logistique dense, masquée derrière de faux documents douaniers, des sociétés écrans enregistrées à Lomé et à Accra, et des flux financiers liés à des entités du Golfe. Lorsque les premiers interrogatoires révélèrent cette chaîne presque parfaite, la saisie nocturne apparut soudain comme l'interruption d'un mécanisme en rotation depuis longtemps. Dans les couloirs du pouvoir, la tension monta d'un cran. Certains ministres parlèrent de guerre hybride, d'autres d'une tentative de déstabilisation dissimulée. Ibrahim Traoré, lui, demeura sobre mais déterminé, insistant sur la nécessité de prouver que l'État gardait la maîtrise de son territoire autant que de sa narration publique. Les images des 57 camions alignés sur le tarmac firent le tour du pays, devenant à la fois symbole de vulnérabilité révélée et de fermeté assumée. Ce basculement fut essentiel. Il marqua le passage d'un incident à une dynamique. Chaque chiffre, les 57 camions, les 70 000 grenades, les comptes opaques, dessinaient une architecture de menaces qui n'était plus théorique. La population, témoin de la transparence inhabituelle de l'enquête, comprit que la sécurité devenait désormais l'axe structurant de la survie institutionnelle. Cette mini-reveal initia donc la logique de la suite. Comprendre comment un convoi si coordonné a pu approcher, c'est répondre à la question suspendue depuis le premier jour. Quelles autres structures invisibles demeurent à portée de frontière? Le tournant humain apparut lorsque les enquêteurs firent émerger les visages derrière l'opération d'interception. Au premier plan se trouvait le capitaine Moussa Kaboré, dont l'initiative sur le terrain devint la pièce motrice d'un récit jusque-là dominé par les chiffres. Son témoignage décrivait une progression silencieuse, une file de poids lourds avançant sans phare, un couloir routier étrangement désert, puis la décision décisive d'ordonner l'arrêt malgré l'incertitude. Dans ces quelques minutes, la vigilance individuelle s'imbriqua avec la réactivité institutionnelle, donnant à l'affaire une dimension plus incarnée.
C'est à partir de cette scène initiale que les premiers effets se firent sentir. Les forces spéciales sécurisèrent rapidement les zones frontalières, tandis que les médias d'État diffusaient les images des camions arrêtés, transformant une opération technique en événement collectif. Dans les marchés, les discussions changèrent de ton. Le choc se mêlait au soulagement, et l'ampleur visuelle de la saisie rendait tangible une menace auparavant perçue comme diffuse. 2 microcas illustrèrent alors l'impact immédiat. Dans un poste de contrôle du centre-nord, une unité locale renforça spontanément ses patrouilles nocturnes, anticipant l'hypothèse d'un second convoi. Et dans une école de Ouagadougou, une réunion improvisée réunit parents et enseignants pour évoquer la sécurité des déplacements quotidiens. Ces réactions dispersées mais rapides révélèrent la profondeur émotionnelle du moment. Le fil conducteur de cette phase tenait donc en une idée simple. Lorsqu'un événement d'une telle ampleur devient visible, il redéfinit instantanément les seuils de perception du risque. La question essentielle s'imposait alors, brève et nette. Que change réellement cette prise de conscience précoce pour la suite? L'activation du dispositif commença dans une atmosphère dense, presque électrique. À mesure que les premiers rapports convergeaient vers le centre de commandement, une image se précisait. Le convoi n'était pas un hasard, mais la partie émergée d'un réseau méthodique. La nuit du 16 août, les unités avancées signalèrent une progression anormale près de la frontière. Un alignement de camions se déplaçant à intervalles réguliers, sans échange radio détectable. Ce détail déclencha la première bascule. Les forces spéciales furent mises en alerte, tandis que les équipes de surveillance aérienne verrouillaient l'itinéraire. À ce stade, la situation restait fragile, mais le moindre retard pouvait offrir au convoi la possibilité de franchir la zone d'interception. Le cœur de la montée en tension surgit lorsqu'un ordre bref, transmis directement depuis le commandement central, sollicita la coordination totale des unités. Les documents récupérés par les agents de terrain révélèrent l'étendue de la préparation ennemie. Faux manifestes douaniers, itinéraires segmentés, chauffeurs entraînés à maintenir un silence absolu. Le réseau financier lié à ces cargaisons utilisait des sociétés écrans basés à Lomé et à Accra, reproduisant le même schéma pour chaque véhicule. La progression rapide du convoi indiquait que les organisateurs comptaient sur une défaillance administrative ou une zone d'ombre dans les relais frontaliers. C'est dans ce moment suspendu qu'intervint la décision déterminante. Ibrahim Traoré ordonna la saisie intégrale, sans tir, sans perte, sans marge d'erreur. La phrase, transmise aux équipes sur le terrain, cristallisa la bascule opérationnelle. Le choc visuel constituait ensuite le point culminant. 57 camions immobilisés sur le tarmac, des centaines de caisses empilées, des marquages visibles rappelant la diversité des provenances. Libye, zone de conflit du Moyen-Orient, Yassine, circuit détourné via des intermédiaires privés. L'enquête révéla également les 70 000 grenades, les fusils d'assaut et les roquettes anti-chars réparties de manière quasi symétrique dans chaque véhicule. Les images se propagèrent dans tout le pays. Le public découvrit la matérialité brute d'une tentative de déstabilisation de grande ampleur. Ce moment transforma un dossier militaire en un événement national. La phase de retombée immédiate se déploya ensuite, dense et rapide. Dans les couloirs du pouvoir, les ministres évoquèrent des scénarios allant de la guerre hybride à un coup d'État masqué. Certains diplomates étrangers parlèrent de incidents graves, d'autres de opérations logistiques sans précédent. Dans les rues, les réactions oscillèrent entre stupéfaction et fierté. Les citoyens réalisèrent que ces armes n'étaient plus des abstractions lointaines, mais les éléments concrets d'une crise évitée. Des discussions apparurent dans les écoles, les marchés, les lieux de culte. Une phrase circulait. « Cette fois, c'est nous qui avons empêché la tempête. » Au même moment, les forces spéciales consolidèrent leur présence autour des axes frontaliers. Les analystes interrogèrent les chauffeurs, les responsables intermédiaires.
Basse, les documents trouvés dans les cabines. Chaque élément confirmait l'hypothèse d'une organisation internationale disposant de ressources financières importantes. Le pays entra progressivement dans une nouvelle dynamique où la sécurité devint l'axe central du débat public. Dans cette continuité, un fait devint évident. Le convoi n'était pas une anomalie, mais un signal. La question sous-jacente, désormais, était simple et lourde. Si cette opération a pu approcher, combien d'autres restent à l'abri des regards? La progression du dossier devint lisible dès que les analystes établirent un premier baseline, puis révélèrent son delta brutal. La saisie initiale, impressionnante en soi, ne représentait qu'une fraction d'un réseau dont l'ampleur se déployait à mesure que les chiffres affluaient. À partir de cette articulation, l'affaire cessa d'être une accumulation de données pour devenir un schéma cohérent de menaces structurées. Le premier indicateur décisif tenait au volume matériel saisi, 57 camions, chacun chargé d'environ 200 fusils d'assaut, assortis de caisses de grenades et de roquettes anti-chars. La phrase explicative s'imposait. Un tel volume illustre une capacité d'attaque pensée pour saturer plusieurs fronts simultanément. Ce ratio permettait aux enquêteurs de projeter l'impact potentiel. Si le convoi avait franchi la dernière barrière de sécurité, il aurait équipé l'équivalent d'une armée entière. Le deuxième chiffre clef touchait à la traçabilité. 68% des armes provenaient de stocks libyens issus de la guerre civile. 22% avaient été fabriqués dans des usines de pays membres de l'OTAN et environ 10% étaient des reventes détournées via des intermédiaires privés. La phrase d'analyse accompagnant cette donnée était explicite. Cette répartition révèle une diversité d'approvisionnement uniquement possible grâce à des complicités multiples. Ici, la précision des pourcentages fournissait une grille de lecture. L'opération ne relevait plus d'un simple trafic, mais d'un assemblage international combinant opportunismes régionaux et relais institutionnels extérieurs. Le troisième indicateur concernait les flux financiers. 1,03 milliard de dollars, transitant sur 41 comptes répartis dans 7 juridictions différentes. Une phrase courte permettait d'éclairer cette sophistication. La fragmentation des montants visait à contourner les algorithmes de détection automatique. Cette mécanique confirmait que la dimension économique du complot n'était pas accessoire, mais constitutive de son architecture. En reliant les circuits bancaires aux sociétés écrans de Lomé, d'Accra ou de Chypre, les enquêteurs mettaient au jour une chaîne conçue pour effacer toute signature. Dans ce paysage de chiffres, la présence d'Ibrahim Traoré joua un rôle structurant. Ses interventions publiques, sobres mais fermes, instaurèrent une règle simple. Publier les données essentielles pour neutraliser le brouillard informationnel. En exposant les volumes, les provenances et les flux, il déplaça l'affaire du champ du soupçon vers celui de la vérification factuelle. Cette transparence modifia la dynamique citoyenne. Le public, témoin des preuves matérielles, adopta un rapport plus analytique à l'événement, dépassant l'émotion initiale. Ce basculement donna naissance à une logique de lecture plus large. Les analystes comprirent que les 3 chiffres, volume, traçabilité, financement, n'étaient pas des blocs isolés. Ils formaient une ligne temporelle, préparation, acheminement, intégration. Chaque delta mis en lumière redessinait la carte d'un projet d'instabilité pensé sur plusieurs années. Ainsi, les preuves quantitatives ne se résumaient pas à des tableaux. Elles décrivaient la mécanique d'un complot stoppé in extremis, révélant ce qui aurait pu devenir un embrasement régional. Et au centre de cette démonstration se trouvait une idée. Les chiffres, lorsqu'ils sont assemblés, rendent visible ce que la clandestinité cherche à effacer. 2 lectures opposées émergèrent rapidement lorsque les premières conclusions provisoires furent rendues publiques. La première soutenait que l'ampleur de la saisie a confirmé une tentative de déstabilisation extérieure soigneusement orchestrée. Les volumes interceptés, les provenances multiples des armes et la sophistication des flux financiers donnaient assez du crédit à cette hypothèse.
Pour ses partisans, le convoi n'était ni une anomalie, ni une exagération. Il représentait la matérialisation d'un projet capable de renverser un État par saturation logistique et par infiltration parallèle. Les correspondances retrouvées dans les ordinateurs saisis, mentionnant explicitement d'autres pays du Sahel, venaient renforcer cette lecture large du risque. La deuxième lecture adoptait une position nettement plus sceptique. Certains diplomates et commentateurs étrangers avançaient que le gouvernement burkinabé avait peut-être amplifié l'événement pour consolider sa légitimité interne. Selon eux, la quantité d'armes présentées semblait trop élevée pour être crédible, et l'absence initiale de vérification indépendante rendait le récit vulnérable. Une partie de ces observateurs considérait que les chiffres, faute de certification externe immédiate, pouvaient servir de levier politique dans un contexte régional tendu. La réponse à ces critiques se construisit pourtant sur des éléments concrets tirés de l'enquête. Dès que les journalistes étrangers furent invités à constater de leurs propres yeux les 57 camions et les milliers de caisses marquées, une partie des doutes s'effaça. Le Centre africain de sécurité régionale publia ensuite un rapport confirmant la véracité des volumes saisis, appuyés par des observateurs du Niger et du Tchad. Ce processus de vérification combla précisément l'espace où les interprétations se heurtaient. Dans ce cadre, la posture analytique prit le pas sur le débat abstrait. Le gouvernement, par sa transparence méthodique, neutralisa l'idée d'une fabrication politique. Et même si certaines voix critiques persistent encore les données visibles, les armes, les séries, les flux financiers, ancrèrent l'affaire dans un terrain factuel qui restaure la cohérence du dossier. C'est dans cette articulation entre doute et démonstration que la lecture la plus solide finit par s'imposer. Un nom tombe. L'arrestation de François Bongo, dévoilée au 4e jour, fit basculer l'enquête dans une dimension inattendue. Les aveux qu'il livra aux autorités burkinabées révélèrent un schéma précis. Réunion secrète à Accra, participation de délégués venus d'Abidjan, présence de consultants militaires liés à des firmes occidentales, et un objectif unique, établi noir sur blanc, renverser le gouvernement en place pour installer une administration provisoire déjà rédigée. Cette découverte transforma instantanément la lecture de l'affaire. Ce n'était plus un trafic d'armes, mais un plan politique pensé dans ses moindres détails. Dans ce nouvel éclairage, le rôle d'Ibrahim Traoré devint central. Son instruction, fermeté absolue, absence de compromis, transparence immédiate, redéfinissait la portée de la riposte. À mesure que les informations affluaient, l'opération Démocratie restaurée apparaissait comme un projet articulé sur plusieurs fronts: armes, financement, communication, relais diplomatique. Les réunions du Conseil national de sécurité, tenues dans cette tension croissante, furent marquées par la mise à nu des volumes réels, des milliers de fusils, des grenades par dizaines de milliers, des roquettes et missiles capables d'embraser tout un pays. Le pivot était clair. Ce qui avait commencé comme une saisie devenait la preuve d'un basculement stratégique. Les implications concrètes de la révélation du complot se déployèrent rapidement, touchant 4 sphères distinctes mais liées. Chaque domaine réagit selon ses propres lignes de fracture, révélant la profondeur structurelle de l'affaire. Et c'est ici que se referma la question suspendue depuis le midpoint. Comment un plan aussi élaboré reconfigure-t-il la vie d'un pays entier? Pour la nation, l'effet le plus immédiat fut la consolidation du sentiment d'appartenance. La découverte du réseau et l'ampleur des armes saisies créèrent un réflexe de cohésion. Dans les rues de Ouagadougou, des foules brandirent les couleurs nationales, non pas dans un élan triomphaliste, mais comme un acte d'unité vigilante. Les écoles organisèrent des séances d'éducation civique. Les lieux de culte appelèrent à la responsabilité morale et collective. Le récit du 16 août devint un pivot identitaire, un moment où la vulnérabilité se transforma en prise de conscience.
La phrase d'un citoyen, reprise dans plusieurs reportages. Cette fois, c'est nous qui avons empêché la tempête. Résumait cette recomposition intérieure. Pour les diplomates et les responsables politiques, le choc fut géopolitique. Les alliés régionaux, le Mali, le Niger, la Guinée, exprimèrent immédiatement leur appui, publiant un communiqué conjoint affirmant que une attaque contre le Burkina Faso est une attaque contre l'Afrique. Cette solidarité redessina les lignes d'alliance du Sahel. À l'inverse, certaines chancelleries occidentales exigèrent la libération de détenus jugés, arbitrairement arrêtés. Ce à quoi Ibrahim Traoré répondit d'un ton calme mais ferme. Un passeport diplomatique n'autorisait pas la déstabilisation d'un État. Cette phrase, largement relayée, devint un marqueur symbolique de la position du Burkina Faso dans l'équilibre régional. L'impact économique immédiat prit la forme d'un repli prudent des investisseurs étrangers. Plusieurs projets furent suspendus. Mais paradoxalement, la confiance intérieure augmenta. Les banques locales constatèrent une hausse notable des dépôts, signe d'un réflexe de soutien national. La presse baptisa ce phénomène le franc de la dignité. Ce recentrage interne, plutôt qu'un affaissement, devint une réaction constructive à la crise. Le pays, confronté à la menace, réalisa la nécessité de renforcer ses propres bases économiques. Enfin, pour la communauté internationale, l'affaire devint un révélateur. Certains gouvernements y virent une tentative de manipulation politique. D'autres, notamment la Russie, la Chine ou la Turquie, exprimèrent leur soutien. Le rapport du Centre africain de sécurité régionale, confirmant les volumes saisis, redonna du poids à la version burkinabé. Dans ce tumulte diplomatique, Ibrahim Traoré resta cohérent. Il ne cherchait pas l'escalade, mais exigeait le respect. Ainsi, chaque groupe, à son échelle, redéfinit sa position. Et dans cette recomposition, une vérité s'imposa. La crise n'avait pas seulement été contenue, elle avait transformé la manière dont le Burkina Faso se voyait et la manière dont le monde devait désormais le regarder. L'analyse prospective présentée au président établit 3 trajectoires possibles pour les 12 prochains mois. Chacune d'elles repose sur les mêmes données initiales, mais diverge selon l'intensité des pressions extérieures. La solidité des alliances régionales et la capacité interne à maintenir la vigilance révélée durant la crise. Cette lecture graduée permit aux décideurs de cartographier les marges d'action disponibles et les risques encore latents. Dans cette projection, le Burkina Faso consolide ses liens avec le Mali et le Niger, tout en absorbant une pression économique modérée liée aux sanctions partielles. La croissance se stabilise autour d'un rythme contenu, porté par l'agriculture et par les efforts d'autoproduction énergétique. Les tensions sécuritaires persistent, mais restent contrôlées grâce à une coordination accrue entre les forces locales. Ce scénario repose sur l'idée d'un pays apprenant à fonctionner sous vigilance constante, sans basculer dans l'état d'urgence prolongé. Ici, la coopération militaire régionale atteint sa pleine capacité opérationnelle. Une force commune, mieux organisée et intégrée, permettrait une inversion progressive de la tendance sécuritaire. Cette amélioration encouragerait le retour partiel des capitaux, la réactivation de projets miniers suspendus et une progression du taux de croissance, soutenue par un recentrage sur l'éducation et les infrastructures rurales. Dans cette dynamique, la victoire politique et sécuritaire deviendrait un dividende civique, renforçant la cohésion intérieure qui avait émergé après la saisie des 57 camions. Ce scénario envisage une intensification des pressions extérieures, campagne de désinformation, sabotage économique ou tentative d'embargo. Les coûts d'importation grimperaient sensiblement. Les revenus aurifères chuteraient et la dette deviendrait difficilement soutenable. Dans un tel contexte, l'équilibre intérieur pourrait se fragiliser, en particulier si les circuits administratifs ne sont pas suffisamment renforcés. Les analystes
insiste sur le fait que cette dérive ne découlerait pas d'un effondrement interne, mais d'un cumul d'actions extérieures, ciblant les vulnérabilités révélées par la crise. Pour naviguer dans cet éventail de possibilités, le rapport propose un cadre simple, planifier comme si chaque scénario était plausible, agir comme si aucun n'était inévitable. Cette posture, déjà formulée publiquement, permet au pays d'anticiper les chocs sans céder à la fatalité ni au triomphalisme. L'affaire des 57 camions, longtemps analysée sous l'angle institutionnel, trouva une résonance plus intime lorsqu'elle fut replacée dans la vie quotidienne des Burkinabés. Au-delà des chiffres et des rapports, 3 groupes distincts furent touchés selon des trajectoires émotionnelles et pratiques différentes. Cette diversité de réactions disait beaucoup sur la façon dont un événement national se tisse dans l'expérience individuelle. Pour les chauffeurs, les commerçants itinérants, les élèves parcourant de longues distances, la saisie modifia la perception du territoire. Les trajets réguliers furent relus à travers le prisme de ce convoi nocturne. La route, auparavant un espace de passage, devenait un lieu où la vigilance personnelle semblait désormais incontournable. Dans plusieurs quartiers, les habitants organisèrent spontanément des groupes de discussion sur la sécurité des déplacements, cherchant à intégrer l'événement dans leur routine. Les villages du Sahel, souvent isolés, furent particulièrement sensibles à la dimension préventive de l'opération. Le fait que l'affaire ait été arrêtée avant d'atteindre les centres habités suscita un mélange de soulagement et de prudence. Les enseignants, les leaders communautaires et les parents abordèrent la question sous un angle civique. Comment préserver les équilibres locaux face à des menaces qui semblaient jusque-là abstraites? Cette pédagogie de proximité transforma la peur diffuse en réflexe collectif. Dans les villes, l'impact se manifesta différemment. Les jeunes, particulièrement exposés aux réseaux sociaux, discutèrent du dossier avec une attention nouvelle portée aux preuves matérielles et aux enjeux géopolitiques. Pour eux, l'affaire devint une leçon de compréhension du monde. La sécurité n'était plus une notion lointaine, mais une réalité influençant leur futur, leurs études ou leurs ambitions professionnelles. Ainsi, l'événement trouva sa place dans les trajectoires individuelles, révélant qu'une crise nationale peut aussi devenir un moment de réorganisation intime. La phase post-crise ne se limita pas à l'analyse. Elle devint un terrain d'action méthodique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un plan articulé fut adopté pour transformer les révélations en trajectoires durables. Chaque étape associait un acteur, un calendrier et un indicateur de suivi, afin que la souveraineté ne reste pas un mot d'ordre abstrait, mais un processus mesurable. Les forces mixtes, militaires et unités logistiques civiles furent mandatées pour instaurer des zones de contrôle permanentes le long des corridors sensibles. L'objectif portait sur une réduction significative du trafic non déclaré dans l'année. Le suivi s'effectuait à travers des rapports trimestriels recensant les interceptions et les anomalies documentaires. Un centre d'analyse des menaces hybride fut créé pour unifier les données issues de la police, de l'armée et des douanes. La mesure de performance reposait sur la rapidité de traitement, temps moyen entre signal faible et alerte formelle. Cette fusion visait à éliminer les angles morts administratifs révélés par l'affaire des 57 camions. Une partie de l'arsenal confisqué devait être fondue pour financer des infrastructures éducatives, sanitaires et agricoles. Les ministères concernés suivaient la progression via un tableau de bord public. Écoles construites, dispensaires opérationnels, kilomètres de canaux achevés. Le geste symbolique devenait ainsi une politique publique traçable. Ouagadougou engagea un dialogue direct avec les pays africains non alignés, afin de bâtir des partenariats sécuritaires et économiques horizontaux. Le calendrier s'étendait sur 12 mois, mesuré par le nombre d'accords signés et la participation à des initiatives régionales. Des campagnes éducatives furent lancées pour ancrer la vigilance et l'intégrité comme valeurs structurantes. La progression se mesurait à travers des enquêtes locales, évaluant la compréhension citoyenne des enjeux de souveraineté.
Ainsi, le plan devint une matrice d'action où chaque étape matérialisait une réponse à la crise, reliant stratégie, transparence et reconstruction. Lorsque la tension retomba, le pays revint naturellement vers les visages qui avaient incarné les premières minutes de lucidité. Le capitaine Caboret, dont la vigilance avait ouvert la voie à toute l'opération, devina le fil de rappel d'un récit profondément humain, celui d'une décision prise dans la nuit, sans certitude, mais avec le sens du devoir. Ce motif réapparaissait désormais comme une ligne de cohérence entre l'initiative individuelle et la réponse collective. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré trouva une résonance nouvelle, non pas comme celle d'un chef célébré, mais comme l'écho institutionnel d'un geste initial, transformer la peur en méthode, la surprise en stratégie, l'urgence en plan d'action. Le peuple avait vu des armes alignées sur un tarmac, mais il avait surtout vu un pays capable de se rassembler autour d'un acte simple. Oser arrêter un convoi malgré l'ombre qu'il projetait. Les écoles, les marchés, les rues bruissaient encore de cette histoire, racontée 1000 fois, mêlant la fragilité d'un moment à la force d'une décision. C'est dans cette mémoire immédiate que se forgea la conviction partagée que la crise, loin de fracturer la nation, avait ravivé son sens du possible. Une vigilance peut sauver un pays. Au terme de cette semaine où tout aurait pu basculer, une évidence demeure. La force d'un pays ne se mesure pas seulement à ce qu'il déjoue, mais à la manière dont il transforme une épreuve en responsabilité partagée. Le Burkina Faso a vu se déployer, sous les projecteurs comme dans l'ombre, une énergie commune née d'un même sursaut. Les citoyens, les institutions, les communautés locales ont montré que la souveraineté pouvait aussi s'exprimer dans les gestes ordinaires, dans la vigilance collective, dans l'attention portée aux autres.